Bonjour, Good evening, bonsoir, quel que soit all le of cas chez you. vous. You're most welcome to Vous our êtes tous webinar les today. bienvenus à notre webinaire aujourd'hui. And we'll be looking at faith leaders and Nous allons examiner la reproductive question health. de leaders religieux And et les this chefs is a very spirituels interesting et topic. les alliés pour le It bien-être looks des at the jeunes et des importance femmes. of, C'est un sujet it recognizes the intéressant importance of faith leaders qui in promoting reconnaît positive norms l'importance des for leaders reproductive religieux dans la promotion health, de la santé as reproductive well as the impact of partnerships and collaborations et between the l'impact faith des community partenariats entre la and communauté those that are confessionnelle working in et ceux other qui civil travaillent society dans d'autres domaines de la société spaces civile in bringing positive pour change within apporter des communities. changements positifs au sein des The communautés. objectives of this particular Les objectifs webinar today d'aujourd'hui pour notre is webinaire sont les first to suivants. understand the importance of Premièrement, faith comprendre leaders to l'importance des leaders religieux intervene dans les on focusing on interventions changing social axées norms and sur le reproductive changement health des normes behaviors and well-being. sociales et des comportements et du The bien-être en other is matière de to santé understand reproductive. the different approaches Deuxième of objectif, partnership, comprendre les partnering with faith leaders, both in différentes process approches du partenariat and avec les leaders relationship religieux, buildings and tant au understanding. niveau du processus que And d'établissement et the de last compréhension des objective is to relations. understand Troisième, the learnings comprendre from les partnering enseignements with tirés du faith partenariat leaders. So be avec les leaders hearing religieux. from our Donc, panelists who will share nous their allons own entendre experiences. plusieurs We want intervenants to qui vont encourage partager you des to expériences. make sure that On aimerait vous encourager you are able to post your vous questions assurer que vous on puissiez Q&A poser vos questions if you dans have la partie questions. Q&A, Also, questions-réponses. in case you have any questions as Ou si vous as avez we continue with the aussi webinar, des questions to put in au fur et à those mesure, vous questions pourrez also donc qui viennent du Rwanda, du Sénégal, la Mauritanie et le Mali. Et ceci dit, nous allons commencer. Texte, avant de passer à nos intervenants. Quel est donc le défi que nous voyons dans ce domaine? Nous savons déjà que les normes sociales, les comportements qui régissent ou les normes qui régissent notre comportement et ce que nous faisons et comment nous faisons les choses, ces normes jouent un rôle dans les trajectoires de la santé des jeunes et des femmes. Ces normes pourraient limiter l'utilisation de la planification familiale, encourager les mariages précoces ou d'autres normes. Pour former et appliquer les normes sociales, on a besoin de groupes de référence, les gens auxquels on se tourne pour les conseils ou pour se guider. Et finalement, ces groupes peuvent être basés, ces groupes de personnes références peuvent être dans nos communautés spirituelles. Mais dans le domaine de la santé, il y a une opposition réelle ou perçue
autour du travail avec les organisations confessionnelles. Il y a certaines questions, perceptions liées aux normes conservatrices enseignées par l'Église ou d'autres limites. Et donc, il y a ces preuves qui démontrent qu'il y a une certaine opposition. De plus en plus récemment, nous avons constaté un travail accru avec les leaders religieux, même si c'est difficile de documenter l'étendue de ce partenariat. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment nous pouvons engager et habiliter les chefs religieux et les communautés à pouvoir promouvoir les masculinités positives et puisant dans les vastes réseaux des congrégations pour transformer les normes de genre. Prochaine diapo. Les interventions de changement des normes, ce sont des opportunités de développer des partenariats équitables, des interventions qui cherchent à transformer les normes pour avoir des résultats plus positifs, et notamment dans le domaine de la santé mondiale. De plus en plus, les preuves démontrent que les normes qui travaillent simultanément avec les hommes et les femmes et différentes structures peuvent aider à faire évoluer les normes sociales, promouvoir le changement de comportement au sein des communautés religieuses commence souvent avec l'identification de chefs ou de leaders religieux qui a la capacité et l'influence pour pouvoir motiver la communauté. Lorsque les leaders religieux sont bien équipés, bien sensibilisés, ils peuvent vraiment être des catalysateurs pour promouvoir un changement de normes. En Afrique, par exemple, avec le rôle important joué par les leaders religieux et ces organisations confessionnelles, ils peuvent vraiment avoir beaucoup d'influence, influer sur le comportement et sur les programmes liés à la reproduction, à la santé reproductive. C'est ainsi qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les interventions qui vont faire évoluer les normes. Et finalement, quelle est la valeur ajoutée de ces partenariats? Eh bien, c'est une vaste valeur en travaillant avec ces grands réseaux. Nous pouvons donc travailler avec beaucoup de personnes pour guider la communauté, travailler avec les réseaux sociaux qui existent déjà, qui sont donc très pertinents et très puissants dans les vies des gens. Donc, pourquoi pas travailler avec ces réseaux qui existent déjà? Aussi, l'influence et pertinence est très significative. La majorité des habitants dans les pays du Sud sont affiliés à une religion, ce qui constitue une vaste réseau social, et ces institutions religieuses sont pertinentes et influentes dans la vie des gens. Aussi, avec ces interventions de changement de normes, nous voulons vraiment avoir un partenariat équitable pour être réaliste vis-à-vis des objectifs, des échéances, des calendriers, des progrès que nous pouvons espérer voir et les objectifs. Donc, il faut établir ces objectifs en commun. Travaillant directement avec les organisations confessionnelles, nous pouvons trouver une synergie pour établir des programmes, mener à bien des programmes, et il y a donc déjà une synergie naturelle quand on commence à penser à la santé mondiale et la santé au sein de la communauté. Avec cette introduction rapide, je vais donner la parole au Dr Samuel, notre premier présentateur. Donc, nous allons accueillir le docteur Samuel. Merci. L'interprète s'excuse, elle n'entend pas très bien. Je vais vous montrer une présentation de ce que font nos partenaires au Rwanda. Alors d'abord, je voudrais vous présenter ce qu'est masculinité, famille et foi. C'est une organisation religieuse pour changer les comportements, pour réduire la violence conjugale et promouvoir l'espace du temps entre les grossesses. Donc, on en a parlé avec Courtney. Alors, ceci a été créé en RDC, à Kinshasa. C'était un projet de 3 ans. Et donc, nous avons fait un partenariat avec l'ECC, l'Université de Georgetown, sous l'égide de USAID pour financer le projet. Après la phase pilote,
Et pour accroître cette phase pilote, c'est là où nous avons exploré les interventions. Donc, ce projet était pour un an, de janvier 2020 à mai 2021, et nous avons fait un partenariat avec 2 partenaires locaux, l'association Mawana et l'Initiative pour le développement de la santé. Intervention mode overview. C'est notre mode d'intervention et c'est comment nous avons promu nos buts. D'abord, le point d'entrée, c'est toujours l'Église, ou enfin le centre de foi pour les leaders religieux. Donc, on les a formés. Et la prochaine étape, c'était d'engager des dialogues communautaires, de sélectionner des personnes des 2 genres. Et on avait Et donc, on a mis on a créé des leaders, des champions. Et la prochaine phase, qui était très importante, était les dialogues communautaires, donc ce qui ont duré 9 semaines, où des champions du genre menaient des dialogues communautaires où ils cibleraient d'abord les jeunes mariés, ceux qui étaient parents pour la première fois. Et ce qui est important là, c'est le but, c'était pour arriver à se connecter avec la congrégation, changer les normes dans la communauté. Il y a eu des activités mises en place, par exemple le partage d'histoires par des couples, des événements de célébration et pour appeler à l'action. Et ce qui est important à souligner ici, c'est que pour établir des liens à la santé, à la 8e semaine, pendant ces dialogues, on invitait un agent de santé qui donnerait une petite présentation sur la planification familiale et donnerait des cartes, des codes de référence, et on les donnait à tous les nouveaux mariés, les parents ceux qui étaient parents pour la première fois et qui pourraient les contacter plus tard pour pour obtenir des services. Et c'est pour ça, comme ça que nous avons mis en œuvre Passage au Rwanda. Alors voilà, en bref, comment cela s'est passé. Alors voilà les photos pendant les ateliers, les formations. Vous voyez une femme leader religieux et un homme leader religieux inclus dans ce dialogue. Thank you so much. So what is next now is to invite. Alors maintenant, nous allons inviter le docteur Samuel et j'aurai un dialogue avec lui. Docteur Samuel, est-ce que vous m'entendez? Hello, Dr. Samuel, can you hear me? Hello, I can hear you. Je vous entends. Our topic today is to see how can we evolve. Alors, le sujet, c'est comment pouvons-nous faire en sorte que les leaders religieux soient de bons alliés? Et je vais poser quelques questions au docteur Samuel. Yes, Dr. Samuel. Docteur Samuel. Yes, please. So our first question. Alors d'abord, notre première question, je vais la poser rapidement. Pouvez-vous nous parler un peu de votre travail et de votre méthode pour ce projet? Merci. Notre organisation et l'association Wankuwa a commencé en travaillant sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda
et vraiment pour se focaliser sur tous les aspects de la vie. Et donc, pour travailler avec les 110 églises locales pour effectuer une transformation. Et ce travail continue depuis 1998. Le fait que les enfants, pour que les enfants soient protégés dans les familles, on ne s'est pas vraiment engagé avec les leaders religieux parce que nous pensions qu'il y allait y avoir de la résistance envers ce qu'on faisait. Donc, en bref, vous pouvez dire que vous avez ressenti de la résistance, mais c'était un moyen d'élaborer quand même vos efforts. Ma deuxième question est, qu'est-ce qui vous a surpris dans ce partenariat que vous avez élaboré avec les leaders religieux? La première fois que j'ai entendu parler du projet de passage pour engager les leaders religieux dans ce travail de planification familiale, il y a eu beaucoup de résistance de la part de ces leaders religieux parce qu'ils ne parlaient pas normalement de la planification familiale, mais il y a aussi des doctrines religieuses qui sont contre la planification familiale. Mais j'ai été surpris de voir qu'après les formations, ces leaders ont vraiment beaucoup changé et ils nous ont donné leur engagement. Et donc, ils ont commencé à parler de nos projets. Je vais vous donner un petit témoignage. Le premier jour, il y a eu 2 leaders religieux. Ils étaient là d'une manière volontaire pour obtenir des informations sur les méthodes de planification familiale pour leur propre famille. Et il y a donc, il y en a qui obtiennent, sont là seulement pour obtenir des informations. Et ce qui m'a surpris, c'est que au lieu de résistance, on a eu beaucoup de demandes de la part des églises, etc., disant l'interprète s'excuse, le son est très mauvais et elle n'entend plus l'intervenant. Hello, I think Olivia, we seem to Olivier, je crois qu'on a perdu le docteur Samuel. Docteur Samuel, network issues. yes. Olivia, because your network Olivier, comme votre réseau est plus stable, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer the approach l'approche utilisée? Merci. Désolé de la part du docteur Samuel, il a des problèmes de connexion. La deuxième question était à propos de ce qui l'avait surpris dans son rôle de mise en œuvre pour ce projet. Je dirais qu'on a vu un changement dramatique dans l'attitude des leaders religieux. Non seulement ont-ils encouragé leur population, mais ils ont été les premiers aussi à essayer de changer leur environnement, les premiers à en fait à promouvoir ces méthodes de planification familiale et ils ont répondu d'une manière positive sur ce changement de normes. Donc, ça a été vraiment un excellent résultat. Et vraiment, ce qui est surprenant, c'est qu'ici au Rwanda, les leaders religieux ont beaucoup de pouvoir et que et donc, ils mènent à travers leurs sermons, etc. Et une fois qu'ils se sont embarqués sur ce parcours, qu'ils ont été les premiers à adhérer à ce parcours, cela a voulu dire que les membres de leur paroisse eux aussi se sont impliqués rapidement. Et l'autre question que j'allais demander au docteur, c'est qu'est-ce qui a créé la plus grande différence? Il y a eu donc, vous m'avez demandé
Pourquoi? Parce que la COVID a exposé les vulnérabilités autour des institutions. Nous avons eu tellement, il y a donc eu la COVID a vraiment éclairci ce fait que nous nous adressions aux problématiques de genre et il y avait cet appui provenant des leaders religieux. Et donc, ils ont aidé des familles. Et pendant le confinement dont nous avons tous fait l'expérience à travers le monde, ici au Rwanda, nous avons eu il y a eu besoin de s'adresser non seulement à la planification familiale, mais aussi ces problèmes ressortant du confinement. Et dernièrement, la question c'est comment voyez-vous les leaders religieux à l'avenir? Alors, nous recherchons toujours la durabilité et on ne peut pas avoir cette durabilité sans une appropriation de la part de ces parties prenantes qui sont les leaders religieux. Donc, ce qu'on a fait, on a intégré les leaders dans ce projet. Donc, MFF était seulement un projet pendant un an, de janvier 2020 à janvier 2021. Et donc, on a vu une appropriation et on a l'interprète s'excuse. Alors, on commence par les églises et ce qu'on a fait, les leaders religieux ont dû élaborer des MFF sur d'autres projets par rapport à la CCT et ils ont vu en fait ce besoin. Actuellement, ces leaders religieux sont encore engagés. Ils utilisent les manuels par exemple, pour le mariage, en tant que manuel pour ceux qui vont se marier. Et donc, nous avons mis à l'échelle et 8 nouvelles églises se sont intégrées et on dit on peut augmenter le nombre d'églises. Et donc, cette participation des leaders religieux est allée au-delà de ce projet. Et même à ce jour, les leaders religieux invitent encore ceux qui sont impliqués dans ce projet pour former des champions. Alors, merci énormément d'avoir écouté et excusez-nous d'avoir perdu le docteur Samuel. Peter, vous avez la parole. Merci, merci, Olivier. C'était vraiment très, très bien, un bon partage de ce projet pour les participants. Nous voulons accueillir Ali et Mariama pour nous parler à propos de leurs propres expériences. Et ils vont parler à partir du Sénégal, mais ils vont parler de la région du Sahel. Donc, Ari? Ali? Oui, bonjour. Ari, you can go ahead. Ali, vous pouvez y aller. Vous pouvez commencer, Ali. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc là, je laisse à Maman Hadja faire la présentation et je vais revenir après elle. Bien. Assalamu alaikum. Distingués participants, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations des leaders religieux de la République de Guinée, du Sénégal et de la Mauritanie, parce que je suis avec mon frère Ali.
cet atelier de webinaire que vous venez d'organiser vient à bien nommer, car il nous permet de partager nos idées sur l'un des rôles les plus importants que doit vous faire à travers sa jeunesse et les femmes qui sont aujourd'hui notre avenir commun. En effet, les religieux ont une influence très grande dans la formation des membres de leur communauté. Il s'agit donc de créer un environnement favorable à ces deux couches pour leur éducation, leur santé en général. Et je voudrais pour cela vous parler d'une spécialité de la République de Guinée et certainement du Sénégal parce que nous sommes liés, nous faisons les mêmes activités, nous menons les mêmes activités, même s'il y a une petite différence. Donc, dans le cadre de l'éducation, par exemple, nous renforçons l'éducation civique très tôt par les préceptes religieux qui prônent la paix, l'intégrité et qui est une préservation de la vie humaine. C'est sur ce qu'une loi rendant obligatoire la scolarisation des enfants existe en République de Guinée. Et les religieux tous soutiennent fermement l'application de cette loi. Les religieux de Guinée s'investissent par ailleurs dans la lutte pour le renforcement de l'éducation à travers des sensibilisations pendant les sermons, les homélies et toute autre activité sociale telle que mariage, baptême. Nous saisissons toutes les occasions pour renforcer cette éducation et cette sensibilisation. Concernant toujours la planification familiale, pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile causée par des grossesses trop rapprochées ou non désirées, un groupe de religieux pour la santé, le développement et la paix a été créé en République de Guinée pour soutenir notre gouvernement pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Et au Sénégal, c'est le CRD, le cadre des religieux pour la santé et le développement. Les deux se recoupent et nous menons les mêmes activités en faveur donc de la planification familiale. Les chefs religieux jouent un rôle très important dans l'amélioration de la santé de la reproduction. Ils ont une très grande influence dans la formation des attitudes, des opinions et des comportements des membres de leur communauté. Et aujourd'hui, nous sommes très rassurés parce que les activités que nous menons à travers tout le pays, nous arrivons à organiser, à mobiliser les femmes, les jeunes et voire même les religieux qui nous écoutent avec intérêt, car là, il s'agit de la santé de l'être humain, de leurs enfants et de leurs épouses, voire même eux-mêmes. Donc, nous parcourons les 33 préfectures de la République de Guinée où nous avons eu à expliquer en profondeur avec l'appui des représentants du ministère de la Santé, des représentants des leaders religieux, que nous mobilisons tous autour du groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix, et aussi les jeunes et les leaders traditionnels. Les leaders traditionnels en République de Guinée, c'est un groupe de personnes qui communiquent. Dans les temps passés, c'était les communicateurs officiels. Aujourd'hui, ils se sont organisés en ONG et notre ONG s'est associée à eux pour pouvoir mener la sensibilisation en faveur de la planification familiale, à savoir la santé de la reproduction. Donc, qu'est-ce que nous faisons en plus? Nous avons mis en place un organe religieux pour l'exécution des projets de planification dans différents pays. Par exemple, en Guinée, nous avons le GRSDP, au Mali, en Mauritanie,
et au Sénégal, où nous avons le CRSD, le cadre des religieux pour la santé et le développement. Donc, nous communiquons entre nous et avec nos pères religieux, les jeunes, les leaders traditionnels, nous communiquons sur la base de notre connaissance des documents religieux, des valeurs, les pratiques culturelles de notre société, avec des données, des récits de vie, des témoignages de la communauté pour argumenter nos actions. Et que faisons-nous en plus? Nous faisons des publications sur la santé de la reproduction, de la planification familiale et des droits des femmes en islam et dans le christianisme. Et les leaders religieux en République de Guinée ont édité un document avec le soutien de l'UNFPA. Ils ont édité un document parlant rien que de la santé, de la reproduction, de la planification familiale et des droits des femmes en islam. Et nous utilisons donc ce document pour faire nos communications et pour faire nos sensibilisations. Des outils comme les multimédias au Sénégal, dans Sénégal Engage, dans le Sahel Engage, et le GRSDP, donc le CRSD, et les organisations de la Mauritanie et du Mali, nous utilisons les mêmes thèmes et nous engageons la sensibilisation autour de tous ces points bien dits plus haut. Et nous mettons en place des points focaux en République de Guinée, des points focaux pour faciliter la communication et pour créer un environnement plus favorable aux femmes. Nous mettons 50 femmes par préfecture et dans notre pays, nous avons 33 préfectures. 50 femmes qui vont faire du porte à porte. Au lieu de mobiliser les femmes, étant donné que nous vivons une période où la COVID-19 est en train d'agir sur notre santé, donc nous mettons les femmes en point focal pour essayer de sensibiliser au sein des familles. Et chacune a le devoir de sensibiliser au moins 50 familles dans le mois. Et cela nous rapporte de très bons résultats. Nous procédons aussi à la création d'une connexion entre les leaders religieux des différents pays, comme je vous l'ai cité plus haut, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Et cela aussi, nous en bénéficions très largement. À la création d'un dialogue politique entre les jeunes et les décideurs politiques sur les questions de la santé de la reproduction, des mutilations génitales féminines, de l'éducation à la vie familiale. Nous utilisons aussi dans nos communications les radios, que nous appelons ici dans notre pays les radios rurales, pour diffuser toutes les informations sur la planification familiale. Et nous appelons radio rurale dans chaque contrée, étant donné que chez nous, nous avons 4 régions naturelles. Nous avons une région où on ne parle que le Pulaar, une région où on ne parle que Malinké, une région où on ne parle que Soussou, et une autre région où on parle les langues de la forêt, le Guézé, le Kissi, le Toma. Donc, dans chaque région, nous utilisons une radio rurale pour parler en langue nationale qui est bien comprise, bien exploitée par les habitants de cette contrée. Et cela aussi a très bien marché. Tout cela se fait avec le soutien d'une ONG internationale, le WFDD, qui nous soutient très sérieusement. C'est une ONG américaine et nous les en remercions, nous les félicitons très largement. Nous partageons des messages sur les avantages de l'éducation de la santé par des spots que nous élaborons à notre niveau. Et chaque fin du mois, nous élaborons au moins une 50aine de spots que nous diffusons à travers tout le pays. Et cela est exploité et les résultats sont très probants. Nous renforçons notre engagement en étendant notre collaboration aux initiatives internationales
auxquels les pays souscrivent le partenariat de Ouagadougou, le projet SWID, par exemple, à d'autres secteurs comme l'éducation des journalistes. Nous collaborons avec les ministères de l'information pour que nos diffusions puissent passer avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, qui s'occupe des jeunes, de la situation des jeunes et des femmes, avec le ministère des Mines et de la Géologie, où une grande partie des femmes est là, exploitée et non organisée, et qui ne bénéficie d'aucune formation, d'aucune information sur la santé de la reproduction. Et là, nous y allons avec force, et le GRSDP, le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix, a vraiment bien réussi dans ce domaine et les résultats sont très encourageants. Nous renforçons les relations intergénérationnelles par la compréhension indispensable entre les leaders religieux et la jeunesse. Nous travaillons pour les jeunes, car ce sont eux qui sont les futurs cadres de demain. Nous ne pouvons pas les abandonner et nous sommes sûrs qu'en nous donnant la main entre les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, où nous sommes organisés au niveau de l'ARAO, nous sommes convaincus que nous allons réussir avec ces projets. Les leaders religieux, avec leur influence dans la communauté, sont responsables à part entière du bien-être de leur communauté. Les jeunes et les femmes sont au cœur de l'épanouissement de la famille. La religion islamique et chrétienne ont une position claire et sans ambiguïté sur le bien-être de la mère, de l'enfant et des jeunes. Elle le soutient. L'espacement des naissances, l'élimination des MGF sont entre autres les moyens d'assurer ce bien-être. L'islam facilite et ne contraint pas. Je voudrais m'en arrêter là et je m'excuse fortement de ne pas avoir accompagner cela des photos pour vous faire comprendre mieux nos activités. Cela est dû à la situation que vous connaissez très bien, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en République de Guinée, étant donné que la situation n'est pas tellement stable d'abord, nous sommes en train de nous chercher et nous sommes en train de nous remettre en place pour que notre pays retrouve la paix, pour que nous puissions avoir un peuple qui vit dans l'unité, dans le rassemblement pour un développement durable. Nous prions le Tout-Puissant Allah de nous donner les moyens et la santé pour que nous échangions sur d'autres sujets en faveur de nos communautés. Nous vous remercions très sincèrement, vous les organisateurs, qui nous avez donné l'opportunité de nous exprimer et vous dire ce que nous pensons sur la santé de la reproduction, sur la planification familiale. Que le Tout-Puissant Allah nous accompagne et qu'il nous en donne les moyens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you. Thank you so much, Merci, merci, Mariama, d'avoir partagé avec nous ces interventions transversales à travers différents pays au Sahel, Mauritanie, le Mali, la Guinée et le Sénégal. Et c'est vraiment un bon point maintenant de passer un moment de passer à Aliou Diop, qui va aussi nous parler de ces interventions qu'ils ont menées en Mauritanie. Aliou, vous êtes le bienvenu. À vous la parole. Aliou Diop. Allô? Aliou, est-ce que vous êtes là? Aliou? As we wait for Aliou to, En attendant Aliou de pouvoir activer son micro, peut-être son collègue a quelque chose à dire. Ari?
Ali, vous avez quelque chose à dire? Bon, merci beaucoup. J'avais juste voulu augmenter un peu par rapport à l'intervention de Mama Hadja, par rapport surtout au positionnement des jeunes, parce que c'est vraiment une expérience que nous avons développée avec les leaders religieux. C'était très compliqué au début de la processus par rapport à l'outil multimédia que nous avons développé, qui est Sahel Engage, parce que vous savez, la communication entre jeunes et leaders religieux pose toujours problème. Donc, nous sommes perçus comme un peu, disons, des révolutionnaires. Voilà. Donc, il y a vraiment souvent un manque de dialogue entre les jeunes et les leaders religieux. Mais à travers vraiment l'outil que nous avons développé, qui est Sahel Engage, les alliés pour le changement, nous avons pu quand même développer quelque chose, un consensus entre les leaders religieux et les jeunes. Cela quand même nous a permis vraiment de s'exprimer, de donner nos points de vue par rapport à la situation des jeunes sur les questions aujourd'hui de la santé et de la reproduction. Donc, pour dire que vraiment, c'est un atout aujourd'hui majeur, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que dans nos pays aujourd'hui, surtout dans des zones très arriérées, nous avons des leaders religieux qui sont très réticents. Donc, où aujourd'hui, nous, les jeunes, nous avons du mal à faire passer nos messages à travers nos activités que nous organisons quotidiennement, des sensibilisations, à travers les méthodes contraceptives. Donc, il y en a vraiment aujourd'hui qui sont toujours très réticents, mais on espère qu'aujourd'hui, avec les leaders qui nous accompagnent, qui sont conscients aujourd'hui de ces thématiques, que nous allons parvenir à changer les choses. Je vous remercie. Thank you very much, Ali, for... Merci, Ali, d'avoir ajouté cela. Est-ce que Aliou, vous êtes en ligne maintenant et vous êtes prêt à partager avec nous? Aliou Diop? Oui, je suis là. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je m'en vais à mon tour un peu partager l'expérience des organisations de la société civile sur la question d'engagement des leaders religieux par rapport à la santé des jeunes. Je voulais, dès l'entame de mon propos, amener quelques éléments de contexte, c'est-à-dire il y a un engagement dans notre de plus en plus de nos partenaires techniques et financiers des partenaires de Ouagadougou en 2011, qui est suivi par PF 2020, qui va devenir plus tard PF 2030, mais aussi la résurgence des engagements de AIPD plus 25, la conférence de Kiel plus 25. Particulièrement dans notre pays, en Mauritanie, cet environnement est marqué par une nouvelle loi et de ces décrets d'application sur la santé de la reproduction qui prône la santé de la reproduction pour tout le monde, ainsi qu'un plan d'action national budgétisé de deuxième génération qui couvre la période 2019-2023 avec un engagement accru de financement domestique avec le gouvernement, mais aussi d'un nouveau engagement sur les violences basées sur le genre, la stratégie nationale. Dans notre région ou dans notre espace du partenariat de Ouagadougou qui couvre la Mauritanie et 8 autres pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, nous avons vu aussi dans le cadre notamment du partenariat de Ouagadougou un engagement accru de cadres par rapport aux leaders religieux. Nous avons la RAO, nous avons le cadre des religieux et nous avons aussi des mouvements de jeunes ambassadeurs qui sont créés et d'autres mouvements de jeunes en faveur de la santé sexuelle des adolescents et des jeunes. Nous avons eu aussi l'engagement accru des organisations de la société civile. C'est un enjeu important pour notre région, la population jeune. La Mauritanie, c'est un pays très vaste, peuplé. On est à 4 millions de personnes selon les projections de l'Office national des statistiques, avec quand même un 182% 1900 suivants. Et un taux de mortalité aussi néonatale de 43 pour 1000 selon le recensement de 2013 et un indice de fécondité aussi de 5,1 enfants par femme. Le taux de prévalence contraceptive, donc pendant la première phase de partenariat de Ouagadougou était de 15,6%. On est en train d'avancer et on s'est fixé des objectifs assez ambitieux d'avoir 27% à l'horizon 2023 avec le nouveau plan national budgétisé. Mais des besoins non satisfaits demeurent
et qui sont liées à beaucoup de facteurs. La fécondité aussi des adolescentes, elle est très importante, elle est de l'ordre de 84%. Le taux de grossesse précoce aussi est important, 21%. Les mariages précoces sont tout aussi importants. Donc, le pays, dans beaucoup de régions, pratique les MGF, les mutilations génitales féminines. Le taux national est de 66%. Donc, notre association des gestionnaires pour le développement avec ses partenaires techniques et financiers, ont décidé de travailler encore davantage sur une présentation engage. Donc, il met en avant un dialogue entre les leaders religieux et les jeunes sur justement ces questions des jeunes. Par d'abord la mise en place d'un groupe de travail de 14 membres qui réunit donc différentes parties prenantes, y compris le gouvernement, mais aussi les jeunes eux-mêmes et les leaders religieux, les partenaires techniques et financiers et d'autres acteurs de la société civile. Donc, nous avons facilité la collaboration des cadres religieux avec les jeunes, notamment dans le cadre de notre coalition, dans le cadre du partenariat de Ouagadougou. Beaucoup d'activités de renforcement de capacité de dialogue politique des jeunes, mais aussi la création de cet outil qui est un peu un outil à l'image de Sahel Engage, mais qui prend en considération les spécificités de la Mauritanie tant au niveau local que national. Et nous sommes conscients que pour nous, les leaders religieux ont aussi une influence certaine sur la santé des jeunes, particulièrement dans notre espace géographique et en Mauritanie en particulier, qui est quand même une république islamique où les leaders religieux sont écoutés partout. Les leaders religieux sont aussi des alliés pour impulser des changements sociaux, parce que malgré les programmes qu'on peut développer, il suffit qu'un leader religieux puisse prôner des arguments contre cela pour que tout s'écoule comme des châteaux de cartes. Les leaders religieux aussi sont porteurs de changements en matière de santé et de population, mais aussi d'engagement politique, parce que c'est un groupe d'individus qui sont très écoutés par nos décideurs politiques et les leaders religieux. Voilà un peu en résumé ce que je voudrais dire. Peut-être que Hawa Seydou va intervenir pour des questions ou pour des compléments. Merci beaucoup. Thank you very much, Ariou. Merci, Aliou. Merci. Avant d'avoir des questions, pour l'instant, j'encourage les participants à continuer à poser des questions dans la partie Q&A. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Hawa. Bonjour à tous. Ou Hawa. Bonjour. Bonjour. Donc, merci déjà pour cette opportunité-là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, c'est bien. Voilà. Oui. Merci déjà pour cette opportunité de rencontre. Et avant de rebondir par Hawa, on t'entend. Oui. Donc, j'ai dit merci pour l'opportunité. Avant de répondre sur la présentation d'Aliou par des questions, j'aimerais quand même rappeler le rôle crucial que les journalistes jouent et peuvent davantage jouer justement par rapport à la promotion de la santé reproductive et notamment l'espacement de naissance, un combat qui nous tient à cœur. Et je vais rappeler qu'il faut booster les journalistes pour que davantage ils puissent s'intéresser à cette problématique. Mais je pense que davantage aussi, c'est aux journalistes aussi de pouvoir être curieux. Et ici, en Mauritanie, il y a des journalistes qui sont impliqués sur la question de la santé reproductive. Mais selon mon constat, il n'y en a pas beaucoup. Donc, essayons de booster justement la mobilisation des journalistes autour de cette problématique parce que ce sont des relais d'information, ce sont des diffuseurs d'information qui ont la capacité d'atteindre aussi des imams. Donc, voilà, l'idée, c'est que nous aussi, de notre côté, que les journalistes soient davantage impliqués, puissent s'intéresser, parce que c'est un devoir aussi de pouvoir informer sur l'enjeu de cette question. Voilà, donc, par rapport à la suite de la présentation d'Aliou, et moi, j'aimerais savoir aujourd'hui
qu'est-ce qu'il faut pour mieux impliquer les leaders religieux par rapport à cette question de la santé reproductive et espacement des naissances en Mauritanie? Qu'est-ce qu'il faut davantage? Aliou, vous m'entendez? Awa, were you posing a question? Awa, est-ce que Oui. vous posez une question? Oui, j'ai posé la question. J'ai dit qu'est-ce qu'il faut davantage pour mieux impliquer aujourd'hui les leaders religieux? Oui, pour mieux impliquer les leaders religieux, on peut aussi s'appuyer sur ces mêmes leaders religieux parce que les leaders religieux utilisent des textes sacrés. Nous avons besoin déjà d'avoir un pool de leaders religieux qui sont très au fait des questions sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour que ces mêmes leaders religieux soient nos porte-drapeaux auprès de leur père. La question en Mauritanie, en fait, la Mauritanie islamique, donc tous et comme j'ai dit, nous ne pouvons s'appuyer que sur ces religieux en poussant aussi des discussions sur ces questions-là. Il faut qu'on puisse échanger pour susciter le débat des acteurs, y compris les leaders religieux, sur ces questions. Et, Ali, aujourd'hui aussi, quand vous rapprochez les jeunes et les femmes, quelles sont les attentes ou les préoccupations qu'ils expriment afin que les leaders religieux puissent davantage se rapprocher d'eux? Je n'ai pas entendu, il me semble que la connexion... J'ai dit que lorsque vous discutez avec les jeunes et les femmes, quelles sont les attentes qu'ils expriment pour qu'il y ait un débat entre eux, un meilleur débat entre eux et les leaders religieux? Aliou? Vous m'entendez? Aliou? Aliou, I think there is Aliou, je pense qu'il y a un problème de connexion. Awa, peut-être que vous pouvez en partager un peu plus sur ce que vous avez fait par rapport à ces expériences. Ça pourrait nous aider. Oui, effectivement, dans le cadre de mon travail, j'ai eu à faire des productions liées à la santé reproductive. Et c'est une question qui me passionne de plus en plus et qui fait que je suis davantage impliquée là-dessus. J'ai un blog où je parle de plusieurs thématiques, mais de plus en plus, je parle d'espacement des naissances, de la santé reproductive, parce que c'est très important qu'en tant que journaliste, qu'on puisse davantage s'intéresser à cette question-là. Et récemment aussi, j'ai été au Burkina dans le cadre d'un atelier d'orientation des journalistes, justement, pour faire comprendre les journalistes le rôle crucial qu'ils peuvent jouer par rapport à cette thématique très importante. Donc aussi, on est en relation dans la sous-région avec d'autres aussi journalistes qui travaillent sur cette thématique-là. Et je me demande aussi, peut-être plus tard, on pourrait aussi lancer, il y a une coalition peut-être des imams par rapport à la question santé reproductive et tout, mais il peut y avoir aussi une coalition de journalistes pour cette thématique-là, pour davantage inciter les journalistes à s'intéresser à cette thématique parce que ce sont des acteurs aussi très incontournables qui sont à l'écoute des jeunes, des femmes et des imams et qui peuvent relayer l'information très loin.
Thank you very much, Awa. Merci, Awa. Thank you very much, Aliou. Et merci à Aliou. I want to request that Je vais demander à ce qu'on écoute à la dernière panéliste. Et de là, nous pourrons passer à la session de questions et de réponses. Mariam, si vous pourriez partager vos expériences au Mali. Merci. Merci Peter. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de partager l'expérience de Terukunda Djagoulou par rapport à l'engagement des leaders religieux pour briser les barrières socio-culturelles liées à l'utilisation de l'APF. Next, please. Bon, je continue. Oui. Au fait, l'approche est née dans un contexte où, dans beaucoup de pays en l'Ouest Afrique, malgré des décennies d'investissement, il y a toujours des besoins non satisfaits élevés. Et parmi les grandes raisons, on a les facteurs socio-culturels. Aussi, dans nos communautés, la décision liée à la naissance et à l'utilisation des méthodes de PF est rarement individuelle ou en couple. C'est souvent influencé par les membres des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, c'est les membres de la famille, ça peut être le mari, ça peut être les amis. Et aussi, c'est lié aux normes sociales, y inclut les leaders religieux. Donc, on dit pour faire un changement, il sera très important de se focaliser aussi sur le changement au niveau de ces réseaux et non au changement au niveau individuel seul. Next. Donc, ainsi, avec le financement de l'USAID, pendant 6 ans, on a conçu une approche qui a été expérimentée au Bénin par l'Institut pour la santé de la reproduction en partenariat avec CARE et Plan International. Donc, actuellement, depuis 2017, après la réussite au Bénin, l'approche est mise à échelle au Mali. L'objectif de l'approche Terukunda Djagoulou que nous appelons TIGI est de réduire les besoins non satisfaits en faisant face aux barrières socio-culturelles liées à l'utilisation de l'APF, afin de permettre aux femmes et des hommes désireux d'aller chercher les informations et éventuellement utiliser une méthode de PF. Next, please. Donc, ici, vous avez devant vous le paquet d'intervention de l'approche TIGI, qui est un paquet moins coûteux. C'est une approche qui combine l'approche de réseau social et l'approche de changement social et de comportement. Donc, c'est facile à mettre en œuvre. Au Mali, par exemple, ça a été intégré dans les projets qui étaient déjà en cours d'exécution. Il y avait des projets de nutrition, de développement et d'autonomisation des femmes, etc. Pour cette approche, on amène la communauté à faire des dialogues et réflexions pour catalyser les discussions entre les membres de la communauté sur les barrières liées à l'utilisation de l'APF. Pour ce faire, dans un premier temps, on fait une cartographie avec les membres de la communauté pour identifier quelques personnes et groupements influents et socialement connectés dans la communauté.
Ensuite, les groupements sélectionnés sont amenés à faire des discussions. Pour cela, ils donnent un membre de leur groupement qui est formé à utiliser les matériels de dialogue qui reflètent vraiment la réalité en lien avec les facteurs socio-culturels liés aux besoins non satisfaits. Cette personne qui anime est appelée le catalyseur. Et ensuite, les membres de la communauté du groupement sont encouragés à diffuser les dialogues et réflexions dans les réseaux sociaux. Ensuite, pour les personnes influentes, ça peut être les leaders religieux, ça peut être des leaders communautaires traditionnels ou même un membre de la communauté comme ça. Donc, ces personnes même identifient des activités en fonction de leur influence qu'elles vont mener pour aider les interventions dans leur communauté. La radio est ensuite utilisée pour toucher plus de villages et avoir un environnement propice par rapport à l'utilisation de l'APF. De même, on fait une connexion entre les prestataires de santé, surtout PF, avec les membres de groupement. Pour cela, il y a une campagne que nous appelons Chacun invite 3 qui mobilise la communauté vers les services de santé afin d'avoir des bonnes informations et adopter une méthode de PF efficacement. Pour cela, les leaders religieux sont engagés dans ce processus-là. Par exemple, s'ils sont identifiés par les membres de la communauté en tant que leaders religieux, ils peuvent être engagés comme membres de groupements influents ou on peut même engager un groupement des leaders religieux. Aussi, les leaders religieux peuvent être les catalyseurs, c'est-à-dire la personne qui va utiliser les matériels, c'est des histoires et des cartes d'activité dans les groupements. Next, please. Ainsi, comme vous le constatez, l'approche TJ n'est pas conçue pour mettre un accent particulièrement sur les leaders religieux, mais les leaders religieux peuvent être identifiés et être engagés dans l'intervention. Au Mali, les résultats ont montré que la religion, surtout musulmane, a une grande influence sur les attitudes et comportements envers la PF. Donc, il fallait considérer cet aspect. Et en venant au Mali, on se demandait s'il ne fallait pas adapter l'intervention à ce contexte religieux. Ainsi, nous avons eu à faire des discussions avec le ministère de la Santé et aussi du Centre national de communication de santé. En réfléchissant, on a trouvé que ce n'était pas nécessaire d'adapter ni la stratégie ni les matériels des TJ, vu que ces stratégies prenaient en compte l'engagement des leaders religieux s'ils sont soit dans les groupements influents ou ils sont des leaders religieux. Aussi, les matériels, souvent dans les histoires, on traite les facteurs liés à la religion, mais de façon appropriée, c'est-à-dire on ne pointe pas du doigt la religion, mais on amène de sorte que les gens puissent discuter de ça sans que ça ne choque. Il n'y a pas eu d'adaptation à ce point. Next, please. Donc, comme vous pouvez constater, les leaders religieux sont engagés. Ils sont engagés comme des acteurs de changement, mais aussi l'effet peut les amener eux aussi à changer d'attitude et de comportement, vu qu'ils vivent dans cette communauté et ces facteurs socio-culturels agissent sur eux aussi dans la communauté. Donc, voici quelques résultats. Dans les communautés, on a pu, comme attendu, identifier les leaders religieux qui ont été engagés dans l'intervention. Comme vous voyez ces témoignages d'une personne influente qui parle d'une situation de conflit de couple où le mari n'était pas d'accord que sa femme utilise une méthode de PF. Mais grâce à l'intervention de l'imam, le mari a accepté et la femme a adopté la méthode de PF. Vous voyez en haut quelques images des cartes d'histoire qui sont utilisées et ça reflète à cette situation comme d'autres situations dans la communauté par rapport à l'utilisation de l'APF. Next, please.
Ici, c'est au cours de l'interview d'un imam qui était une personne influente aussi, je vais lire. Je suis imam et je n'avais jamais été impliquée dans les activités de PF avant. Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais on ne m'avait pas encore sollicité. Avec Tiji, quand on nous a demandé d'aller à une réunion et qu'on nous a choisi comme personne influente, cela a été le début de ma participation. Après la formation de Bala et de Fana, je suis revenue faire le compte-rendu au chef de village et j'ai ainsi commencé le travail. Tout le monde est au courant que l'imam est une personne influente. Donc, je suis reconnue comme telle et les gens se confient à moi pour leurs problèmes. Je pense que cela est un effet positif parce qu'avant cela, les gens venaient me voir seulement pour des questions liées à l'islam et personne n'osait me parler de PF. Comme c'est moi-même qui a commencé à parler de PF, alors de mes prêches, cela rassure mes fidèles de venir me voir. Je sens un grand changement dans ma relation avec mes fidèles grâce à ça. Donc, la relation avec l'imam va au-delà de la religion avec ses fidèles. Next, please. Mariam? 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 On ne vous entend plus. Est-ce que vous pouvez peut-être synthétiser les résultats? On ne vous entend pas. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait peut-être aider à synthétiser les résultats en anglais? Non, on va commencer la session de questions et de réponses et on va partager la diapositive et les autres ressources. Alors, merci. On veut reconnaître qu'à cause du temps, nous n'avons pas beaucoup de temps pour conclure cette réunion, mais nous voulons quand même entendre les questions des participants et demander aux panélistes autant que possible de répondre d'une manière très brève si vous répondez. Et j'encourage les panélistes à répondre aux questions qui ont été affichées dans la boîte de questions et de réponses, si possible. Mais j'ai une question générale pour tous nos panélistes et surtout les leaders religieux. Il y a une question qui a été affichée, qui a été posée même par les journalistes, et cette question, c'est à propos de comment est-ce que on peut faire en sorte que les leaders religieux deviennent plus actifs dans la promotion de l'espacement entre les naissances. Il y a des indications, il y a des expériences qui ont été partagées par Adja et par d'autres. Est-ce que ce qu'on peut faire pour la plupart des leaders religieux, bon, je vais mettre ces questions dans la boîte de chat, mais je pense que la plupart des leaders de foi comprennent ce besoin pour cet espacement entre les naissances, mais ils ont quand même un certain niveau de résistance par rapport à la planification familiale. Alors, comment peut-on changer cette attitude, cette réaction de la part des leaders religieux? J'espère que la question est claire, mais je vais là aussi l'afficher dans la boîte de chat.
Dr. Everett, Docteur Everett, Docteur Samuel, avez-vous une réponse à ceci? hello? Allô, docteur? Haja. Hadja, Mariama, Hadja Mariama, si vous pouvez répondre à cette question. Je n'ai pas la traduction. Je n'ai pas eu la traduction en français. Je n'ai pas eu la traduction en français. Oui, mais je n'ai pas la question en français. Mets-moi le français. I don't. J'espère que la personne qui fait l'interprétation française peut aider à poser cette question. Mais la question est, la plupart des leaders religieux comprennent ce besoin pour la planification familiale, l'espacement des naissances, mais ils sont encore réticents. Alors, comment peut-on aider à minimiser cette résistance de leur part? Est-ce que vous entendez l'interprétation? Oui, maintenant j'ai entendu. Je voudrais dire tout simplement qu'à notre niveau ici, le début était très difficile. Nous avons eu les mêmes problèmes. Quand ils n'ont pas voulu accepter la sensibilisation sur le concept de planification familiale, nous étions obligés de leur donner des exemples des femmes qui mettent les enfants au monde d'une manière très rapprochée. Et on leur a parlé sur le plan de la santé parce que nous nous sommes fait adjoindre d'un responsable du ministère de la Santé, d'un médecin, d'un gynécologue qui leur a expliqué la santé d'une femme qui met au monde des enfants. Une jeune femme, par exemple, quand elle met un enfant, 6 mois après, elle retombe en grossesse, les conséquences de cela, puisque les cellules ne régénèrent pas en la femme. Donc, elle n'est pas encore en forme pour recevoir un autre fœtus. Le danger que cela pose et à la femme et au nouveau enfant qui va venir, c'est-à-dire le fœtus qui sera là. Donc, quand tout ça a été expliqué par le médecin, les femmes ont effectivement compris parce qu'elles se sont remémorées avoir vu d'autres femmes souffrir, des femmes qui n'ont pas allaité leurs enfants, qui ont mis des enfants au monde d'une manière très rapprochée. Ils se sont rendus compte que ces femmes-là ont beaucoup souffert. En plus de la souffrance de la mère, l'enfant, soit l'enfant n'a pas survécu, soit l'enfant a été handicapé, soit l'enfant, en tout cas, se porte toujours mal. Donc, avec ces expériences-là et les explications données par les médecins, les femmes ont compris que réellement, il faudrait nécessairement qu'il y ait un espacement de naissance. Sans compter que nos arrières, c'est-à-dire les anciens, ont toujours pratiqué la planification. Parce que si vous vous souvenez bien, très bien, puisque nous sommes tous en Afrique ici, en Afrique de l'Ouest, nos parents, tous leurs enfants avaient une différence d'âge d'au moins 2 ans. Et ils avaient des pratiques sur le plan
religieux à adopter. Il y a ces pratiques-là qui existent et argumentées par le Coran et les hadiths. Cela existe. Donc, ils se sont référés à ça. Nous avons récupéré ces hadiths. Nous avons récupéré toute la documentation que nos leaders religieux détiennent et nous les avons utilisés en spot pour distribuer à travers les quartiers, à travers les préfectures, pour que les docteurs, les médecins qui sont là puissent expliquer aux femmes comment elles doivent se comporter et les conséquences qu'elles subissent en ayant des grossesses rapprochées. Et les femmes elles-mêmes se sont rendues compte que c'est une vérité et que ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas parce qu'on veut les tromper. C'est comme ça que nous avons pu convaincre les femmes d'accepter la planification familiale à notre niveau. Et les pères aussi, parce que ce n'est pas tout que la femme accepte. Il faut que le monsieur, son mari aussi, l'accepte avec elle. Mais ça prend un petit temps pour pouvoir les convaincre avec des exemples concrets en présence des médecins et en présence des leaders religieux avec les versets du Saint-Coran qui s'y ajoutent. Je vous remercie. Thank you very much, Mariama. Merci beaucoup, Mariama. J'espère qu'il y a un francophone disponible. Donc, comme on a le point de vue de l'Afrique de l'Ouest, j'aimerais entendre un exemple de la part de l'Afrique de l'Est. Et on a entendu le point de vue du Rwanda. En tant que réseau, nous avons différentes foi, différentes religions présentes dans notre réseau. Et donc, pour s'adresser à cette résistance, les mauvaises informations à propos de la planification familiale, de la santé reproductive, nous avons développé une logique où nous sélectionnons une problématique, un sujet, et nous examinons les écrits religieux qui peuvent appuyer ce sujet. Par exemple, si on parle de la planification familiale, qu'est-ce qui est écrit dans les écrits sacrés qui pourrait appuyer cette idée de l'espacement des naissances pour les musulmans, pour les chrétiens. Et donc, c'est logique, c'est basé sur les écrits sacrés. Cela a vraiment beaucoup aidé. Mais alors, un problème qui est vraiment très difficile, qui nous a posé beaucoup de défis, c'est cette idée des jeunes et de la santé reproductive, que ce soit musulmans ou chrétiens. Comment? Alors, est-ce que les jeunes peuvent avoir accès aux services, aux informations à propos de la santé reproductive, les services de planification familiale? Adja, avez-vous des expériences dans la région du Sahel? Est-ce que les jeunes peuvent avoir accès aux services de santé reproductive, aux services, aux prestations de planification familiale? Est-ce que vous pourriez nous en parler? En ce qui concerne notre pays, il n'y a pas de problème, puisque nous travaillons avec les jeunes. Nous les avons associés au sein du groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix. Donc, toutes les explications données par les religieux, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, que ce soit au niveau du département de la santé, que ce soit au niveau du département de la jeunesse, que nous avons eu à mobiliser tous pour qu'ensemble, toutes les raisons qui sont évoquées en faveur de la planification familiale soient une idée commune. Donc, c'est ce que nous avons d'abord fait. On a mobilisé tout le monde autour du sujet et toutes les explications données de part et d'autre ont été analysées et comprises par tout le monde. C'est après cela
que nous avons dit aux jeunes qui font partie du groupe, alors on vous accompagne pour que vous-même, vous puissiez sensibiliser vos pères concernant la planification familiale au moment où ils vont accéder au mariage. C'est comme ça que nous avons eu à procéder. Et cela a très bien marché parce qu'ils se sont dit que les jeunes ne peuvent pas se tromper eux-mêmes. Si les leaders, ils pensent que les leaders veulent les tromper, mais ils se sont dit certainement que la jeunesse ne peut pas tromper la jeunesse parce qu'ils vivent les mêmes causes, les mêmes raisons. Voilà comment nous avons eu à procéder et nous avons utilisé tout le monde. Les leaders traditionnels qui ont l'habitude dans nos villes et nos villages d'expliquer, de prôner la raison, d'expliquer tous les problèmes concernant l'être humain, la santé. Nous les avons tous utilisés, donc nous n'avons pas eu de problème à convaincre. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, Mariama. D'autres réponses de la part des autres panélistes? Oui, peut-être je vais contribuer un peu par rapport à la participation des leaders religieux. Je voudrais dire que les leaders religieux aussi sont dans la société et il y a beaucoup de pratiques et de comportements par rapport à cette question qui relève plutôt du social et pas de la religion. Et ces leaders religieux ont besoin d'être sensibilisés. Et il y a un nombre de leaders qui pensent que ce que nous faisons en termes de promotion de la santé sexuelle des jeunes, c'est un agenda donc de l'extérieur. Il faut qu'on puisse lever ce tabou-là en mettant des discours en phase avec l'enseignement religieux qui, en réalité, recommande l'espacement de naissance. Parce que dans la religion musulmane, par exemple, ce qui est contraire, c'est la limitation de naissance. C'est de dire que, voilà, moi, j'ai un nombre limité d'enfants parce qu'il y a une conjoncture. Mais l'espacement de naissance et tout ce qui contribue au bien-être, à la santé de la personne est admis dans cette religion-là. Et il faut, en notre sens, avoir ce discours-là pour établir des liens de confiance entre ce qu'on dit comme discours et ce qu'on pratique parce que les concepts sont très importants. Et c'est une fois qu'on a sensibilisé, on a renforcé la capacité des leaders religieux sur ces questions d'espacement de naissance, qu'on peut les embarquer dans notre champ en mettant en évidence, en mettant en avant les valeurs ajoutées qu'on a en termes de gains en santé de la mère et en santé des enfants, qu'on pourra véritablement avoir cette implication, j'allais dire, accrue des leaders religieux. Parce que si on ne fait pas ce message-là, on risque d'avoir l'effet contraire de ce qu'on souhaite. On fait ces activités-là pour la santé de la mère, de l'enfant, pour la santé des adolescents et jeunes. Et il est question d'espacer de naissance. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental pour avoir une participation accrue des leaders religieux à notre combat. Voilà un peu ce que je voulais, en guise de contribution, dire. Thank you. Thank you very much, Ariou. Merci, Ariou. Merci pour cette contribution. Oui. Est-ce que je pourrais dire quelque chose? Oui, allez-y, Olivier. Oui, pour faire l'écho de ce que d'autres intervenants disent, la façon dont on engage les leaders religieux dans la planification familiale, comme Samuel l'a dit, ce que nous avons fait en premier lieu, c'était aussi d'impliquer plus d'églises, de venir ensemble et remettre en question certaines de ces pratiques traditionnelles néfastes. Et donc, d'avoir des discussions, des échanges d'expériences qui étaient très émouvants parce que c'était des expériences vécues, c'était des expériences personnelles des gens qu'on a partagées, des effets secondaires de ne pas avoir l'espacement des grossesses, etc.
Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé des plateformes pour que les gens puissent échanger, parler de leurs expériences avec les leaders religieux pour convaincre ceux qui n'étaient pas vraiment convaincus de tout cela, et aussi de parler du bien-être des femmes et les mots qui peuvent se présenter lorsque les femmes n'ont pas accès à une planification familiale. Et on a pu amener les leaders qui ont beaucoup d'influence à vraiment mieux cerner ces questions. Et ça, c'était important. Et aussi, deuxièmement, on a aussi travaillé avec les théologiens et il fallait démystifier ce qui est dans les écrits saints. Et donc, il fallait aussi vraiment enlever ces mauvaises interprétations de la parole et ces saintes et de vraiment aussi prendre en compte ce qui est dans notre culture aussi. Pour eux, ceci, lorsque tout cela a été vraiment placé dans le contexte, ils ont vite compris notre message. Donc, c'était une question aussi de vraiment établir le contexte parce qu'ils étaient plus réceptifs lorsqu'ils ont mieux compris le contexte, mais tout cela a été basé sur les écrits saints. Merci, Olivier. Je sais qu'on est au bout de notre temps. On avait prévu 1h30, 1h40 minutes, 45 minutes. Donc, merci de votre patience aussi avec les problèmes de connexion qu'on a eus. Mais j'aimerais partager que nous allons envoyer les réponses ou les questions qui n'ont pas eu de réponse. Donc, on va donc avoir des réponses pour ces questions et les partager lorsque nous allons envoyer le compte rendu de ce webinaire. Et on aimerait donc maintenant conclure notre webinaire avec quelques propos de conclusion. Mais merci de votre participation. On a eu un bel échange d'expériences de l'Afrique de l'Ouest, la région du Sahel, l'Afrique de l'Est et même aussi de la part des États-Unis. Donc, merci à tout le monde et j'aimerais maintenant donner la parole à Keïta. Merci beaucoup, Peter, et je voudrais me joindre à vous aussi pour remercier l'ensemble des participants qui nous ont rejoints pendant ce webinaire-là et puis les panélistes pour les présentations très, très pertinentes et puis les discussions que nous avons eues. Il y avait eu beaucoup de commentaires aussi dans les chats par les participants qui ont participé, qui ont partagé leurs expériences, en fait. Et c'est là, en fait, l'intérêt de telle rencontre. C'est que des personnes, des acteurs qui interviennent sur la même question, qui ont les mêmes objectifs, puissent se rencontrer à un moment donné pour partager les bonnes pratiques, pour partager les difficultés. Et c'est ce qui aide, en fait, à mettre en place des solutions innovantes et à aller au-delà de ce que nous avons habituellement comme barrière. Aujourd'hui, la question de l'interconnexion, les questions intergénérationnelles, les discussions intergénérationnelles ont été partagées par les participants. C'était très important parce que les leaders religieux aident aussi à cela, à faire en sorte qu'il y ait vraiment cette communication-là entre parents, enfants, et cette communication aussi entre leaders religieux et leaders communautaires. Parce qu'il y a aussi des pratiques culturelles qui sont positives dans le fait de changer les normes sociales. Et les leaders religieux aident effectivement à cela. Donc, ces questions-là ont été également partagées par d'autres participants ici. Il y a aussi, ici, nous avons beaucoup plus entendu les leaders religieux musulmans du côté de l'islam. Mais il y a aussi cette implication de l'Église catholique, de l'Église protestante, qui aussi œuvre pour les questions de santé et bien-être des jeunes et des enfants. Donc, il y a cette possibilité également de faire en sorte que les leaders religieux, que ce soit musulmans, que ce soit chrétiens, puissent aussi collaborer pour que dans une communauté où les deux institutions, les deux confessions se rencontrent, cette collaboration puisse être forte, toujours au bénéfice de la communauté. Donc, ça, c'est en fait quelques points de conclusion que moi, j'ai retenu particulièrement, que je voudrais partager avec les uns et les autres ici, sachant que nous sommes dans une limite de
temps. Je voudrais m'arrêter ici tout en encore une fois remercier tous les participants à ce panel-là. Merci beaucoup, Peter. Thank you very much, Keita. Merci, Keita. Et merci à tout le monde de votre patience et de votre participation. Merci à nos intervenants d'avoir partagé ces belles expériences et des cas très pertinents de vos pays et ce travail au bénéfice des communautés et pour faire avancer la santé et le bien-être de tous les êtres humains. Merci beaucoup et au revoir à tout le monde. Au revoir et merci beaucoup à vous. Merci tout le monde. Merci et au revoir.